Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyilidandi. Pour apporter des solutions durables à ce phénomène de corruption et d'injustice, les parlementaires ont appelé les autorités compétentes, y compris le ministère de la Justice, à réformer la politique de lutte contre la corruption. Les députés ont lancé cet appel ce mardi après la lecture de l'examen du rapport sur la corruption et l'injustice de l'Office de l'Ombudsman en chef pour l'exercice 2020-2021. La Commission des affaires politiques et du genre de la Chambre des députés a présenté à la session plénière son rapport d'évaluation de l'Ombudsman en chef pour l'exercice 2020-2021. Après lecture, les parlementaires ont souligné qu'il existe encore un certain nombre de problèmes auxquels la population est confrontée en ce qui concerne l'injustice et la corruption et que des efforts doivent être faits pour y remédier. Dans le rapport, nous avons remarqué qu'il y avait un certain nombre de personnes qui n'avaient pas été rémunérées alors qu'ils avaient fini leur travail dans le cas de la construction des salles de classe. Et nous estimons que l'argent devait être inclus dans le prochain budget. Par exemple, lors de notre visite à Boulela, nous avons vu les gens qui n'avaient pas été payés et pourtant la construction de salles de classe était bien achevée et qu'ils étaient déjà occupés par des élèves depuis déjà un certain temps. Le fait que ceux qui commettent des forfaits sont punis, c'est une bonne chose, et que ces crimes soient portés à la connaissance du public. Cela décourage les autres à les commettre. Et ils ont peur de la corruption. Mais le fait que le nombre de crimes de corruption augmente, c'est alarmant. La Commission a constaté que le travail de l'Ombudsman en chef de cette année était impressionnant et qu'il fallait se concentrer davantage sur la lutte contre la corruption sur le lieu du travail et au niveau local, compte tenu du fait que le niveau actuel de corruption sur le lieu du travail est de 37,7% et au niveau local, il est de 27,9%. Cette analyse a été réalisée par l'honorable Mukamana Elisabeth, vice-présidente de la Commission des affaires politiques et du genre à la Chambre des députés. La corruption est toujours endémique sur le lieu du travail et au niveau local. Donc, même si elle est petite, nous ne pouvons pas nous taire. Nous demandons qu'il soit discuté et traité de manière significative. Pour apporter des solutions durables à ces phénomènes de corruption et d'injustice, les parlementaires ont appelé les autorités compétentes, y compris le ministère de la Justice, à réformer la politique de lutte contre la corruption. La politique existante a été élaborée en 2012. Récemment, beaucoup de travail a été fait. Diverses lois ont été mises en œuvre et beaucoup a été réalisé dans la lutte contre la corruption. Il est donc important que cette politique soit réformée pour correspondre à la réalité actuelle. Surtout que le pays s'est tourné résolument vers une nouvelle vision, 2050. Il faut la réformer pour qu'en 2050, nous ayons franchi une étape significative dans la lutte contre la corruption. Les bureaux de l'Ombudsman en chef estiment avoir reçu au cours de l'exercice 2020-2021 852 plaintes, dont 408 plaintes écrites et 444 plaintes reçues dans le cadre du programme anticorruption. Fin juin 2021, 449 dossiers avaient été résolus, 377 dossiers avaient été adressés aux autorités compétentes et 26 n'avaient pas été analysés. La majorité de ces problèmes concernent des dossiers liés au foncier, soit 36,5%. Beaucoup d'autres problèmes sont liés à la réinstallation pour des raisons d'intérêt public, qui est de 12%. Dans son analyse de cas des réparations d'injustice, le bureau de l'Ombudsman en chef a examiné 343 des 361 cas reçus en 2020-2021 et demande des réparations d'injustice. Parmi ces cas, 42, soit 12,2%, étaient des cas dans lesquels le bureau a conclu à une injustice devant être examinée pour cause d'injustice. Et dans 301 cas, soit 87,8%, il n'y avait pas d'injustice.
Restons au niveau parlementaire pour souligner que la commission de planification communautaire et de planification des capacités de l'Afrique de l'Est participe actuellement à une table ronde de 4 jours pour analyser le projet de loi autorisant les produits pharmaceutiques dans la région. À ce jour, les médicaments importés des pays africains hors sous-région de la communauté et même en dehors de l'Afrique ont un coût exorbitant. D'où l'urgence d'examiner comment l'industrie pharmaceutique locale peut être élargie et standardisée en quantité et en qualité, surtout à bon marché. Le secrétaire d'État adjoint au niveau de l'IELA, l'honorable Christophe Bazivamo, a déclaré que la fabrication des médicaments dans la région, en particulier au Rwanda, avec une gouvernance du sommet à la base, faciliterait l'accès à certains médicaments au bon marché. Actuellement, 90% des médicaments utilisés dans la région d'Afrique de l'Est sont importés. Toujours en actualité, en bref et en image, au moment où l'Agence rwandaise de développement à la Libye, en sigle et en anglais, indique que le Rwanda a réalisé en 2021 un investissement de 3,7 milliards de dollars américains. Des économistes estiment que les investissements sont source de création d'emplois pour un grand nombre de personnes et que ces investissements permettent d'augmenter la qualité des services et des marchandises au niveau régional et international. Certains hommes d'affaires qui ont investi au Rwanda sont satisfaits des facilités que le gouvernement leur a accordées en matière d'impôts, facteur essentiel qui leur a permis d'investir davantage au Rwanda en 2021. Et puis le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique indique que la politique divisionniste et l'idéologie génocidaire sont inacceptables et qu'il existe des lois en place pour les punir. Kassim Youssouf nous fait le point. Cela fait 28 ans que le génocide commis contre les Tutsis s'est produit suite à la mauvaise gouvernance qui a favorisé la politique de division et l'idéologie du génocide. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, le Dr Jean Damascène Bizimana, indique que la promotion d'une telle politique au Rwanda n'est plus tolérée. Toute politique visant à détruire le pays ne peut être mise en œuvre car d'abord, les lois l'interdisent, à commencer par la Constitution. Deuxièmement, tous les partis politiques qui, au cours des 28 dernières années, ont cherché à rétablir de telles politiques ont été abolis, grâce à la collaboration entre le gouvernement et le Parlement. Rappelons qu'en 2003, des partis comme le MDR, Palmehutu, qui cherchaient à promouvoir de telles politiques, se sont désintégrés. Les politiciens d'aujourd'hui savent que de telles choses ne seront pas tolérées. Des choses comme la haine, le divisionnisme, le harcèlement et l'idéologie génocidaire. C'est pour cette raison qu'un nouveau parti politique qui ne promeut pas l'unité ne peut être accepté. Et le Sénat a parmi ses responsabilités de surveiller les partis légalement reconnus qui ont abandonné la politique d'unité afin qu'eux aussi puissent être abolis si nécessaire. Certaines personnes sont cependant préoccupées par les soi-disant politiciens qui propagent la haine et l'idéologie génocidaire en se servant des réseaux sociaux comme YouTube. Tom Ndahiro, chercheur spécialisé sur le génocide, exhorte les autorités à redoubler d'efforts pour arrêter toute personne faisant la promotion du divisionnisme et de l'idéologie génocidaire. Les idéologies qui ont presque détruit le Rwanda existent toujours et les gens qui les ont propagées ne sont pas des jeunes. Une personne aussi âgée que moi peut comprendre l'importance de ce qu'elle dit et ses répercussions négatives. Mais les plus jeunes pourraient le prendre pour la vérité. C'est particulièrement le cas lorsque ces personnes ne sont pas arrêtées. Idamanga peut être été arrêté, mais il y en a d'autres qui le font encore, comme Agnès Moussi. Rachid Akizimana a été arrêté, mais maintenant il y a Abdou Pichaga. Ce sont toujours le même type de personnes, et ce ne sont pas des politiciens. Les qualifier de politiciens impliquerait que le génocide est un crime politique, et que les auteurs pensent que s'engager dans de tels crimes, c'est faire de la politique. De telles choses ne devraient pas être tolérées, et le fait d'avoir un grand nombre de ces personnes en prison
ne devrait pas être une raison pour permettre à quiconque de continuer à propager de telles idéologies. Non. Certaines organisations prétendant défendre les droits de l'homme critiquent le Rwanda lorsque des individus sont arrêtés pour des crimes liés à l'idéologie du génocide et des politiciens avisés, à l'instar de Tite Rutaremara, soulignent que le gouvernement du Rwanda doit trouver un équilibre entre justice et réconciliation. Au fait, ce gouvernement d'union nationale est très patient. Il entend une personne une fois et se dit qu'elle va changer. Cette personne répète ce qu'elle a déjà dit ou fait. Le gouvernement le met en garde et ce n'est une autre fois que la personne est arrêtée. C'est pourquoi vous voyez des gens comme Karasira et d'autres arrêtés, introduits en justice. C'est comme ça que fonctionne le gouvernement. Construire une unité nécessite la patience. L'éduque et enseigne, et ce n'est qu'après qu'il demande que la loi soit appliquée. La secrétaire générale du Parti pour la démocratie idéale, Fatou Harelimana, a fait observer que puisque les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux plus que les autres groupes d'âge, ils devraient être à l'avant-garde de la lutte contre ceux qui propagent des discours divisionnistes et de la haine en se cachant derrière la politique. Qu'ils continuent à suivre les débats et qu'ils sachent où notre pays arrive et d'où il vient, afin qu'ils ne perdent pas de temps à regarder YouTube et les télévisions qui cherchent à propager le divisionnisme au Rwanda. Au lieu de cela, on devrait leur dire comment de telles politiques ont presque complètement détruit le pays et leur conseiller de revenir et de présenter des excuses à la jeunesse. L'Office rwandais d'investigation a récemment indiqué avoir reçu 53 dossiers de crimes liés à l'idéologie génocidaire commis au cours de la semaine de deuil national marquant la 28e commémoration du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. C'est donc la fin de ce journal. Merci à l'ensemble de l'équipe technique, ces héros dans l'ombre et excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.